Après 2 ans de Covid, le monde entier commence à rouvrir ses portes aux touristes. Et chez nous, en Nouvelle-Calédonie, on en parle tout de suite. Bonsoir et bienvenue dans Ça vous parle. On les a vus plutôt nombreux cet été, heureux de retrouver leur famille. Les touristes métropolitains ont fait leur retour sur le Caillou. Les touristes étrangers, eux, sont encore rares. Quant aux croisiéristes, ils pourraient revenir prochainement. Mais voulons-nous le même tourisme qu'avant le Covid ou est-ce l'occasion de déployer une nouvelle stratégie? On en parle avec nos invités. Philippe Artigue, directeur marketing de NC Tourisme, qui assure la promotion du Caillou à l'étranger, et David Guénan, représentant de la Chambre de commerce et d'industrie pour le secteur tourisme. En cours d'émission, nous voyagerons dans les autres pays avec la revue de presse pour voir comment le Covid a remis en question le tourisme de masse. Préparez vos valises, destination Venise et la Thaïlande, entre autres. Puis en fin d'émission, changement de sujet avec la chronique numérique d'Éric Olivier. On parlera des espaces publics numériques. Si vous avez du mal à utiliser Internet ou que vous n'avez pas d'ordinateur, Éric a des infos qui vont vous intéresser. Avant de lancer la discussion avec nos invités, je vous propose d'abord d'écouter les principaux concernés. Ils sont touristes, commerçants ou directeurs d'hôtels. Que pensent-ils de cette reprise post-Covid? On les écoute au micro de Chloé Yentao et Henri Nailolo. Moi, je voulais venir découvrir votre culture, votre identité, parce qu'au Pays Basque, on a une identité assez forte aussi. Et voilà, je voulais venir vraiment découvrir les gens et puis voir quand même aussi ces belles plages. Bien sûr, il faut qu'ils reviennent parce que c'est quand même des personnes qui comptent au niveau de notre activité. C'est quand même de bons clients, on va dire, que ce soit les Australiens, les Japonais en l'occurrence. Nous avons ouvert le 20 décembre. Donc principalement, là, c'était que des locaux jusqu'à fin février, mars et début avril, où là, il y a eu les vacances australiennes. Et là, nous avons eu un petit peu de touristes. C'est pour ça que nous sommes quand même optimistes. Nous avons eu essentiellement des Australiens, les Néo-Zélandais, les Japonais n'étant pas encore tout à fait prêts. J'ai hâte. J'ai très hâte. Ouais, et puis ça va redonner un peu du baume au cœur en vue de tout ce qui s'est passé entre le Covid, tout ça, quoi. Les élections, les grèves, qu'il y ait une bonne nouvelle enfin. Ça va faire plaisir un petit peu à tout le monde. Voilà. Une réaction, David Guénan, par rapport à ces témoignages? Ça fait plaisir à entendre, parce qu'après ce qui s'est passé pendant 2 ans, effectivement, on est un peu sur une page blanche actuellement quand même. On est en train de tout reconstruire et de savoir que la population, que les entrepreneurs sont présents, sont positifs et ont hâte que ça reprenne. Donc oui, ça fait du bien à entendre. Philippe Artigue, qu'est-ce que ça vous inspire, ces témoignages? Effectivement, l'espoir. Il faut avoir en tête qu'on est vraiment au tout début de la reprise. Les conditions n'étaient pas encore vraiment opérationnelles jusque-là. Et ces années ont été quand même très dures. Pour les prestataires touristiques, même s'il y a eu des aides, on ne compense pas la perte de 29 milliards de recettes touristiques internationales d'un claquement de doigts. Et donc pour ceux qui ont tenu bon, il y a vraiment une attente forte. Alors au premier trimestre cette année, la Calédonie a accueilli près de 7000 touristes. Qu'est-ce que ça représente par rapport aux chiffres d'avant le Covid? On est à la moitié ou pas encore? On est loin du compte. On accueillait 130 000 touristes lycée sur l'année en 2019. Sur une année. Donc là, clairement, on est essentiellement sur du tourisme affinitaire, des gens qui sont venus voir leur famille, un peu de tourisme d'affaires. Et donc les touristes de loisirs vont seulement commencer maintenant à arriver. Et pour ça, faut attendre que les différents marchés auxquels on tient s'ouvrent. Pour l'instant, effectivement, il n'y a que la France et l'Australie qui ont ouvert et la Nouvelle-Zélande démarre. Est-ce que pendant ces 2 années, les acteurs du tourisme ont changé? Est-ce que certains se sont reconvertis, ont arrêté, ou ils sont toujours là? Alors, je pense que dans la grande majorité, ils sont toujours là. Effectivement, c'est ce qu'on a vu avec ces 2 ans. On a été très inquiets pendant un moment au niveau de la Chambre de commerce de savoir comment faire face à 2 années catastrophiques comme ça, puisqu'encore une fois, on parle quand même de 95% du trafic qui s'est écroulé du jour au lendemain pendant 2 ans. Et on se rend compte avec le recul que, alors on les a soutenus, ça c'est notre rôle, on les a accompagnés, et maintenant on se rend compte qu'ils ont été aussi résilients.
ils ont su faire. Il y a eu des faillites, oui. Parce que c'est difficile de se relever d'une crise comme ça. Mais dans la grande majorité, les entreprises ont été résilientes, ont su s'adapter, ont su faire face, avec des conséquences qui peuvent être aussi désagréables que des licenciements aussi. Mais maintenant que la reprise est là, on peut aussi se dire qu'on a les bases nécessaires pour reconstruire et relancer le tourisme. Alors, le monde économique attend la reprise de pied ferme, on l'entend bien. Et c'est vous, Philippe Artigue, avec Annecy Tourisme, qui allez chercher les touristes chez eux. Est-ce que vous allez démarcher les mêmes marchés qu'avant le Covid, les mêmes pays, les mêmes touristes ? Bon, déjà, on n'est pas tout seul, c'est une aventure collective. Il y a de très nombreux partenaires privés et institutionnels dans la bataille. Et on va commencer déjà par nos fondamentaux. Effectivement, on a des marchés qui avaient prioritaires, genre nos marchés voisins, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, le Japon, la France parce que c'est une proximité affective, identitaire. Voilà. Donc c'est sur ces 4 marchés qu'il faut commencer à capitaliser, en sachant que avant la crise, on était sur une stratégie qui payait. On a eu 5 ans de croissance record, on avait plus de 22% de touristes sur les 5 dernières années avant la crise, et avec une énorme progression justement sur ces 4 marchés sur lesquels on travaillait. C'était du plus 50% d'Australiens, 70% de NZ, 35% de Japonais, la France aussi. Donc clairement, la crise est venue arrêter à une Calédonie qui allait dans le bon sens à ce moment-là. Donc on va retravailler sur ces marchés-là. On va s'ouvrir à d'autres marchés. L'ouverture de la ligne vers Singapour nous offre des opportunités et on verra ce qui se profile devant nous. Alors justement, vous avez déjà lancé une première campagne cette année, vous en préparez une deuxième. Est-ce que vos arguments, ce sont les mêmes qu'avant le Covid ? Comment leur dire, si vous avez un premier voyage à faire, c'est chez nous qu'il faut le faire ? Alors, j'ai un scoop pour vous. C'est pas la Nouvelle-Calédonie qui a changé, c'est le monde qui a changé autour. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a consensus pour tous les acteurs calédoniens pour dire qu'on veut un tourisme plus durable, qui respecte les populations et l'environnement, loin du tourisme de masse, donc un tourisme qualitatif en fait, et qui respecte les populations. Et ça, finalement, nous on a toujours fait ça. Et maintenant, en fait, ça devient une attente encore plus grande maintenant. Donc on devient tendance, finalement. Donc on devient tendance, en fait. J'ai envie de dire, on est un peu durable par nature, si on veut pousser le curseur. Donc effectivement, il y a des choses qui ont bougé, des attentes qui ont beaucoup bougé dans les attentes. Par exemple, ils veulent plus de rassurance sanitaire. Clairement, le Covid est passé par là. Donc les gens réfléchissent dans le choix de leur destination vers des destinations qu'ils estiment sûres, qui sont vaccinées, qui ont des infrastructures. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut mettre en avant. Et même au-delà de ça, il y a un besoin de nature, de détente, qui est beaucoup plus fort, de soleil même, qui est beaucoup plus fort qu'auparavant. Donc en fait, nos fondamentaux, il faut les mettre davantage en avant. Et puis il faut travailler à compenser les quelques manques qu'on peut avoir. Donc ça, en termes de vraiment des aspirations des touristes, on est idéalement positionné. Par contre, ce qui a changé aussi, c'est pas que les attentes des clients, c'est tout le marché en fait, c'est-à-dire les revendeurs, nos concurrents. Ça a beaucoup bougé et il y a des nouveaux challenges. Les autres pays se sont positionnés aussi sur ce créneau-là. Alors, tout le monde a envie de faire du slow tourisme. Maintenant, il y en a qui en ont les moyens et d'autres qui sont pas crédibles en la matière. Ça varie vraiment de destination. C'est-à-dire que vous avez nos destinations émettrices, celles qui, je vous parlais de l'Australie, le Japon, qui eux gèrent leur Covid et leur crainte vis-à-vis de l'ouverture de façon très différente. On attend toujours le Japon, on espère mi-juillet, en vrai, une ouverture opérationnelle. Les autres, nos marchés voisins, les autres se sont ouverts enfin. Et à l'inverse, nos concurrents, vous avez des concurrents qui ont pris à bras-le-corps la crise et investissent massivement des budgets qu'on est très loin d'avoir. Comme qui, par exemple ? Vous allez avoir, par exemple, Fidji sur le marché australien qui a tout misé là-dessus dès janvier. Vous avez le Hawaï qui est en train de mettre des sommes incroyables au Japon pour assurer l'avenir. Et vous allez avoir Tahiti qui a beaucoup investi sur le marché français. Donc ça, c'est des destinations qui ont renforcé leur concurrence. Et à l'inverse, on a des destinations qui ont perdu en fait en attractivité. Je pense à l'Asie du Sud-Est qui va avoir du mal à se sortir d'une image de tourisme de masse en pleine appréhension vis-à-vis du virus. Vous allez avoir l'Europe qui souffre d'une peur vis-à-vis de la guerre en Ukraine et des contraintes en termes de transport, ou des destinations simplement qui sont encore dans la gestion du Covid, comme le Vanuatu, qui sont encore fermées. Donc des menaces et des opportunités. Alors, pour rester avec nos touristes historiques, on va dire les Australiens, il y a quelques jours, nous avons rencontré Joey et Michael, un couple d'Australiens qui ont choisi la Calédonie pour leur premier voyage à l'étranger. Pas de réservation d'hôtel pour eux, ils ont choisi un autre mode d'hébergement. Regardez.
Après presque 2 ans de confinement, Joe, Michael et leurs enfants, originaires d'Australie, ont décidé de venir au pays pour leur premier voyage à l'étranger. Ils sont impatients de naviguer pour s'émerveiller devant les magnifiques paysages du Sud à bord de ce catamaran. La Nouvelle-Calédonie est un si bel endroit. Nous étions déjà venus une fois, mais très rapidement. C'était une destination ouverte, alors nous avons pu venir. C'est notre premier voyage. J'ai toujours voulu venir en Nouvelle-Calédonie. J'avais vu des photos du bel océan, de la barrière de corail, des poissons. J'ai toujours voulu venir et j'ai découvert que c'était ouvert. Alors j'ai dit oui, allons-y. Les Australiens sont des consommateurs à fort pouvoir d'achat. En 2019, sur les 125 000 touristes enregistrés, ils étaient environ 25 000 Australiens. Ces touristes étrangers représentent 80% du chiffre d'affaires de cette compagnie de location de bateaux. Alors là, on est full déjà avec l'international jusqu'à la fin de l'année. On va dire, j'ai à peu près 4 jours, tous les 15 jours, on va dire, de disponibles sur toute l'année. Pour la société, c'est une manne financière très importante et attendue après une conjoncture économique très difficile. Du coup, dû au Covid, le chiffre d'affaires il a bien chuté et là, ça reprend tout doucement avec le premier charter international qui arrive là tout à l'heure. Et du coup, ça nous permet là, de bien remonter notre chiffre d'affaires. La location d'un catamaran pour un week-end peut avoisiner les 200 000 francs sans les options. Une réaction, David Guénan ? Là aussi, encore une fois, c'est positif parce que on se rend compte qu'effectivement, on était peut-être en avance ou peut-être trop en avance en fait sur notre marché régional et que là, la région se réveille de 2 ans de Covid en se disant tiens, il y a la Nouvelle-Calédonie et c'est ce qu'on cherche, c'est ce qu'on souhaite, c'est ce qu'on veut. C'est effectivement un peu plus d'authenticité, un retour à des valeurs qui soient plus pérennes aussi. Par rapport à l'approche du tourisme. Et ça, effectivement, on a une carte à jouer. Alors on comprend que les nouvelles aspirations des touristes correspondent à ce que la Calédonie peut offrir. On va maintenant ouvrir la page du tourisme de croisière. Depuis le Covid et les confinements qui l'ont accompagné, les citadins rêvent de grands espaces. Est-ce que cela pourrait remettre en cause le tourisme de croisière qui rassemble parfois à bord plus de 2000 personnes ? Louis Mapou, le président du gouvernement, dit travailler pour accueillir les croisiéristes à partir du mois d'août. C'est ce qu'il a confié à nos collègues des Nouvelles-Calédoniennes. Pourtant, la disparition des croisiéristes depuis 2 ans fait aussi des heureux. C'est le cas de Charles Vaquier, le premier adjoint au maire de l'île des Pins. Avant le Covid, l'île accueillait 2 paquebots par semaine. C'est trop, estime Charles Vaquier dans un article de nos confrères de DNC. C'est un effet positif du Covid. La population s'est rendue compte que l'on peut avoir un tourisme différent, explique-t-il. La solution, c'est de ne pas chercher le volume, d'accueillir juste ce qu'il faut pour vivre. L'adjoint au maire a notamment entamé des discussions avec la compagnie du Ponant qui propose des croisières de luxe. Vous en pensez quoi, Philippe Artigue ? J'en pense que toutes les perspectives sont bonnes à prendre, il faut travailler. Effectivement, la croisière, c'est un enjeu. Ça peut paraître un peu contradictoire avec cette image justement de tourisme éco-responsable qu'on peut avoir, parce qu'on est dans le tourisme de masse. Maintenant, la croisière, ça peut aussi, dans le durable, il y a l'environnement et il y a aussi l'humain. Et ça peut être formidablement organisé. On a des exemples, peut-être qu'on évoquera justement dans les îles Loyauté, où il y a les tribus, en fait, ont pris à bras le corps le sujet et gèrent de façon remarquable, en fait, la croisière. Donc c'est à double tranchant. En tout cas, ça se développe, ça demande de la concertation et du travail. Et il y a un chantier à mener dans le secteur. David Guénan, les discussions ont commencé effectivement pour préparer le retour des croisiéristes ? Oui, les discussions ont commencé. Elles ne sont pas encore, à mon sens, assez abouties. Et effectivement, il faut qu'on avance dessus parce que on fera plus de la croisière comme on la faisait peut-être il y a 2 ans. Ça, c'est une question qui est sur la table. Il faut savoir se la poser. Mais en revanche, une chose qui a changé, c'est qu'on maintenant, on n'était pas forcément persuadé que la croisière faisait partie du tourisme que l'on voulait, que l'on souhaitait. Et maintenant, ça a changé. C'est-à-dire que maintenant, les commerçants, de façon générale, et aussi dans les îles, Lifou est le plus bel exemple, ils se sont appropriés ce style de tourisme et ils sont capables de dire maintenant effectivement ce qu'ils souhaitent ou ce qu'ils ne souhaitent pas, mais ils sont aussi capables de vous dire que la croisière est véritablement une partie intégrante du tourisme de la Nouvelle-Calédonie. Et vous comprenez qu'à l'île des Pins, par exemple, ils veulent réduire le nombre de touchés. Est-ce que c'est envisageable ? Est-ce que c'est en discussion ou pas ? Alors, c'est en discussion, encore une fois, en collaboration avec NCT d'ailleurs. Mais je pense qu'il y a besoin, là encore, d'une vision
globale à l'échelle de la Nouvelle-Calédonie, qui soit concertée avec les 3 provinces dans le respect des compétences des 3 provinces, mais qui permette justement aux armateurs, aux croisiéristes, de savoir exactement ce qu'ils peuvent faire ou pas faire en Nouvelle-Calédonie, et qu'on puisse leur dire très exactement ce que les populations aussi attendent. Et maintenant, après 2 ans aussi de Covid, les croisiéristes sont très demandeurs de cette information-là. En tout cas, nous, à la Chambre de commerce, on les rencontre régulièrement. On est une force de proposition là-dessus pour leur faire comprendre qu'effectivement, les populations locales doivent être intégrées dans le schéma. Et ils sont convaincus de ça maintenant. Et je pense que justement, là aussi, on a une opportunité devant nous. Tout reste à écrire. Et que si l'île des Pins, par exemple, prend une décision qui n'est pas la même que les îles Loyauté, c'est tout à fait concevable, c'est tout à fait argumentable. Et la Chambre de commerce saura de toute façon accompagner les entrepreneurs et ses ressortissants tourisme pour une reprise de la croisière le plus tôt possible. Alors justement, après l'île des Pins, on va partir à Lifou, où une partie des habitants attend impatiemment le retour des croisiéristes, mais avec tout de même quelques changements. Écoutez Naouia Petressi, il est coordinateur du projet Destination Zavi-Lilo. Au niveau de l'environnement, il y a des projets au sein de l'association qui ont été émis, à savoir la protection de la baie de Châteaubriand par des sites qui vont être fermés pendant un certain temps pour permettre à la biodiversité de se régénérer et de pouvoir faire en sorte de faire profiter non seulement les touristes, mais de faire profiter aussi de la population en termes d'autoconsommation. Alors le tourisme de luxe, le tourisme vert, c'est des cartes à jouer pour la Calédonie. Concernant le tourisme vert, il y a la Nouvelle-Zélande qui est pas très loin, qui est un peu sur le même créneau. Est-ce qu'on a quand même de quoi se démarquer ? Bah oui, déjà, on fait la Nouvelle-Zélande qu'une fois, hein, on dit qu'il y a de la place pour tout le monde, mais encore une fois, on a une vraie légitimité. C'est-à-dire que nous, nos arguments de vente, ils sont simples, hein, c'est pas faire comme tout le monde, faire quelque chose d'inédit en dehors des sentiers battus. Et il y a un luxe que tout le monde peut nous envier, c'est d'être seul au monde, en fait, dans un endroit paradisiaque. Tous les pays du monde ont de belles plages, peuvent avoir un endroit incroyable. Nous, ce qu'on a, c'est d'avoir la plage pour quasi tout seul. Et ça, je mets au défi la Nouvelle-Zélande de rivaliser. Après plusieurs mois de confinement, c'est un argument là, qui fait mouche. Ah bah, c'est même un prérequis. C'est-à-dire qu'ils veulent s'éloigner des foules pour se ressourcer dans un endroit incroyable et où ils sont en confiance. Et donc, on a tout ça à faire. Et même pour les croisiéristes, si c'est canalisé, je reprends l'exemple de Lifou, ils ont des endroits où en fait, ils ont concentré les personnes en canalisant le flux. Et du coup, ça permet de préserver certains endroits, de recevoir les croisiéristes dans de bonnes conditions dans d'autres. Donc tout ça, ça a besoin d'être géré et d'être pensé. Alors on va partir en voyage nous aussi, puisque c'est désormais permis. Dans les pays qui accueillaient auparavant un tourisme de masse, le Covid a changé la manière de voir les choses. C'est la revue de presse de Stéphanie Marlier. Pour visiter la ville de Venise, les touristes devront réserver et payer une taxe à partir du mois prochain, comme le rapporte le quotidien régional Ouest France. 360 à 1200 francs CFP devront être déboursés en fonction des saisons pour y entrer. Venise attire chaque année près de 30 millions de visiteurs, ce qui fait d'elle l'une des villes les plus touristiques au monde. Ce nouveau système de réservation permettra de lutter contre les effets négatifs du tourisme de masse. On peut lire dans le quotidien régional Le Parisien qu'en 2021, la ville échappe in extremis à son inscription sur la liste du patrimoine mondial en péril de l'UNESCO. Car les grands navires de croisière accusés de mettre en péril l'écosystème de la lagune et d'éroder les fondations des immeubles ont été bannis en août dernier du centre-ville. Les réservations devront se faire sur Internet, sachant qu'elles sont limitées entre 40 000 et 50 000 places par jour, contre habituellement 80 000. Comme Venise, la Thaïlande aussi cherche à tourner la page avec le tourisme de masse. Avec près de 40 millions de visiteurs en 2019, il s'agit du 4e pays le plus visité au monde. Afin de préserver les sites naturels durant la pandémie, un droit d'entrée de 950 francs est exigé pour les visiteurs étrangers depuis le mois d'avril, comme nous le rapporte le quotidien régional indépendant. Une taxe comprise dans les tarifs aériens, à l'image de Maya Bay, rendue célèbre par le film La Plage, qui après 3 ans de fermeture pour préserver ses récifs coralliens abîmés par l'activité humaine, rouvre ses portes en début d'année, comme on peut le lire dans le quotidien Le Figaro.
Alors que la Thaïlande et d'autres nations asiatiques ont rouvert leurs portes aux étrangers, le Japon reste tétanisé à l'idée d'une réouverture au tourisme de masse, comme le rapporte le quotidien français Les Échos. Les autorités ne laissent entrer que 10 000 personnes par jour. Il s'agit de leurs ressortissants, des voyageurs d'affaires ou encore des étudiants. Le pays devrait accueillir quelques visiteurs à la fin du mois, mais seulement dans un cadre expérimental. Le gouvernement craint que le retour en masse de touristes étrangers, potentiellement malades du Covid, ne vienne submerger son système hospitalier. Une réouverture pour tous les touristes vaccinés est prévue à l'automne, mais aucune date précise n'a été encore communiquée. Certaines villes sous perfusion touristique sont au bord du gouffre financier, comme on peut le lire dans les colonnes du magazine hebdomadaire économique français Challenge. Il va falloir patienter encore un peu avant de revoir les touristes japonais. On peut, mais c'est très contraint. En fait, il doit faire de nombreux tests, ceux que la Calédonie impose, et les leurs. Sur un séjour de 5 jours, c'est comme s'ils devaient faire l'équivalent de 4 tests différents. Ça complexifie grandement les choses. L'émission touche à sa fin. David Guénon, on peut dire avant de se quitter peut-être que cette année, c'est une année blanche avant une vraie reprise en 2023. Comment vous voyez les choses ? Oui, c'est très clairement une année de transition. Ça, c'est important à noter. Et effectivement, c'est l'année de la page blanche. Donc, il faut qu'on puisse l'écrire rapidement. Parce qu'encore une fois, on a aussi des concurrents dans la zone qui ne vont pas forcément nous attendre. Donc, je pense qu'on est en capacité. On a des arguments forts. Nos entreprises ont montré qu'elles ont su survivre à ce qui s'est passé et qui sont maintenant dans l'attente justement des touristes. Mais c'est nous qui avons le stylo, c'est nous qui sommes en capacité d'écrire. Donc avec la Chambre de commerce, effectivement, le but c'est de pouvoir très rapidement écrire cette vision du tourisme pour la Nouvelle-Calédonie et ensuite de la décliner. Juste pour dire qu'on ne va pas se contenter de l'attendre, on va les chercher. Donc la Calédonie va déployer des campagnes importantes. On va être dans le centre commercial de Singapour pendant 1 mois. On va être diffusé sur des écrans, sur le digital. On va communiquer sur la Nouvelle-Calédonie dans les mois à venir. Et donc il y a des perspectives. Maintenant, ça va prendre du temps. La reprise va être progressive. Et il y a consensus, en tout cas, entre tous les acteurs pour penser qu'on atteindra les niveaux records de 2019 plutôt à l'horizon de 2025. 2025. Merci messieurs. Avant de se quitter, on va passer à la chronique numérique avec une incursion sur le net. Alors Eric, chaque mois, tu viens nous informer de ce qui se passe sur la toile et nous donner les bonnes pratiques numériques. Alors, si vous avez du mal avec l'utilisation d'Internet ou si vous n'avez pas assez d'argent pour vous acheter un ordinateur, le sujet de ce soir va vous intéresser. Eric, tu vas nous parler des EPN. Tout à fait. Un EPN, c'est un espace public numérique. Donc c'est un lieu gratuit, car soutenu par le gouvernement notamment, et ouvert à tous, qui va être équipé d'ordinateurs connectés, notamment donc, pour accueillir du public très varié. Donc c'est un peu comme un cybercafé ? Alors, en effet, outre les objets connectés et la gratuité, on va avoir une seule différence majeure, c'est surtout la présence des animatrices et des animateurs qui sont spécialisés justement dans l'accompagnement aux usages numériques. Et ça change l'approche de quelle manière ça change ? Alors, fondamentalement, effectivement, puisque c'est un petit peu, comme je dirais, un accompagnement d'école, en fait, tout simplement, avec des ateliers qui vont être proposés de sensibilisation, d'initiation ou de perfectionnement, individuel ou collectif, et sur des sujets très très variés, puisque pour correspondre aux besoins des usagers, justement, on va être obligé d'aller sur plein d'activités complètement différentes. Ça peut aller de la rédaction d'un CV à la déclaration des impôts en ligne, pour ceux qui auront eu un emploi grâce au CV, mais ça peut être aussi l'initiation à la robotique, au codage, et pourquoi pas, et surtout, grand enjeu actuel, l'accompagnement, l'éducation aux réseaux sociaux. Donc ces moniteurs, ils nous apprennent en quelque sorte à naviguer sur le web ? Complètement, et c'est des missions tellement importantes que la DFPC, la direction de la formation professionnelle continue, travaille en temps réel sur la création d'un diplôme de médiatrice ou médiateur numérique, tellement leurs compétences sont larges et indispensables pour vraiment apprendre à naviguer en sécurité. Et du coup, ça intéresse qui ça peut intéresser concrètement ? Alors à terme, c'est vrai qu'on parle lors des rencontres avec la DFPC des espaces de pratique numérique, pas forcément publics ou privés, parce qu'on peut supposer qu'à terme, des entreprises privées proposent ce type de service à leurs salariés, au même titre qu'une crèche d'entreprise par exemple, un peu comme d'autres l'ont fait, mais pour impliquer leurs salariés dans leurs compétences numériques et le développer un peu à l'image de ce qu'a pu faire Ford avec ses salariés en leur rendant leur propre véhicule accessible à donc leurs propres équipes.
Alors, on parle des EPN, il y en a combien en Calédonie à peu près? Alors à date, côté public, on a une trentaine d'espaces publics numériques recensés, donc sur l'ensemble du territoire, dans les 3 provinces, avec vraiment des lieux un petit peu isolés, un peu hors zone de couverture comme on aurait dit à l'époque, ce qui n'est plus le cas. Et on a surtout la chance d'avoir quand même 5 espaces publics numériques qui sont labellisés cases numériques, c'est-à-dire c'est vraiment des lieux où les animations vont être convenues avec les collectivités locales notamment, pour correspondre au mieux aux attentes socio-économiques, culturelle de la commune d'ancrage. Et à noter très prochainement l'ouverture de 2 nouvelles cases numériques à Koumak et à Kawa notamment. Alors, toutes les infos sont retrouvées sur le site Ma Tribu Numérique, c'est ça? Tout à fait, qui est géré par les animateurs et animatrices, et on peut leur souligner, leur tirer un grand chapeau, et leur adresser tous nos encouragements pour leur tâche quotidienne. Merci Eric pour ces informations, on espère que ça vous sera utile. Merci à vous messieurs d'être venus sur le plateau de Ça vous parle. C'est la fin de cette émission, la soirée continue sur Calédonia à 19h55. Retrouvez votre série Vision, belle soirée.